Le jour de notre 3e anniversaire de mariage, lorsque mon mari m'a jeté hors de sa voiture pour les beaux yeux de sa secrétaire, je portais des talons de 8 centimètres. Mes genoux ont heurté violemment l'asphalte détrempé près de l'entrée de Paris Expo Porte de Versailles. La pluie glaciale a instantanément trempé ma jupe, et les feux arrière de sa Mercedes Maybach noire ont laissé 2 traînées rouges vifs dans la nuit orageuse avant de tourner au coin de la rue et de disparaître. À travers la portière passager qui ne s'était pas encore tout à fait refermée, j'avais entendu sa voix mielleuse et sucrée comme du caramel fondu. « Ambroise, ta femme ne sera pas en colère, n'est-ce pas ? Je me sens juste un peu étourdie, vraiment. » La portière m'a claqué au nez. On m'a laissé agenouiller sur le sol, mes jambes étaient engourdies par la douleur, le vent glacial m'a mordu le décolleté me glaçant jusqu'aux os, l'eau ruisselait sur mes cheveux. Mon manteau en laine était encore sur la banquette arrière, coincé sous le sac à main de créateur de cette secrétaire, comme un vulgaire chiffon abandonné. Un voiturier du palais des Congrès a couru vers moi, m'abritant avec un parapluie, et m'a regardé avec inquiétude. « Madame, dois-je vous appeler un taxi ?» J'ai secoué la tête et j'ai sorti mon téléphone avec des doigts gelés et tremblants. Lorsque l'écran s'est allumé, j'ai vu 3 nouveaux messages. Le premier venait de mon assistante personnelle. Il confirmait que mon vol de 23 heures pour Nice était réservé à un siège côté hublot en première classe, avec une voiture de location et un hôtel face à la mer, face à la Méditerranée déjà sécurisée. Elle avait également ajouté « Vos bagages sont avec mon chauffeur, il vous attendra aux déposes minutes du terminal 2E à Roissy. » Le deuxième message venait d'Océane, la femme même qui, 1 minute plus tôt, était assise sur le siège passager avec un sourire angélique me demandant de lui faire de la place. Son texto ne faisait qu'une ligne avec un emoji désolé. « Coucou, tu es bien rentré, il fait un froid de canard dehors, fais attention de ne pas attraper froid. Au fait, monsieur Vasseur a dit qu'il serait retenu très tard ce soir et m'a demandé de l'accompagner à un dîner important, ne l'attends pas. » Le 3e message venait d'Ambroise Vasseur, juste quelques mots aboyés comme un ordre militaire. « Envoie un message quand tu es rentré. » J'ai regardé ces 3 messages et les coins de ma bouche se sont lentement étirés vers le haut. Au cours de ces 3 années, les textos qu'il m'envoyait dépassaient rarement les 10 mots. C'était toujours « je ne rentre pas ce soir » ou « réserve-moi un vol ». Parfois il ajoutait « ne m'attends pas ». Même sa ponctuation transpirait le mépris. Les messages d'Océane, en revanche, étaient toujours parsemés de petits visages souriants, toujours dégoulinant de ce ton condescendant de Sainte-Nitouche, arrivant au moment précis comme un couteau émoussé, coupant lentement mais profondément. J'ai ouvert mes contacts et trouvé un numéro enregistré sous une seule lettre. Ça a sonné 2 fois avant qu'on ne décroche. En arrière-plan, il y avait un brouhaha assourdissant de couverts qui s'entrechoqua de rires polis et le murmure de toast s'échappant du haut-parleur. Je connaissais trop bien cette voix. C'était mon père Barthélemy Delacroix. Léo Caddy. Sa voix a baissé d'un ton surpris. « Où es-tu ? Je vais envoyer quelqu'un t'accueillir à l'entrée. »« Papa, je ne viens pas. » Une pause a plané sur la ligne. Le son du banquet s'est estompé. Il s'était probablement éloigné de la table. Que s'est-il passé ? Ambroise m'a jeté de la voiture. Ma voix semblait si calme que c'en était étrange même pour moi. Il a emmené Océane au dîner de gala à la place. Je suis debout devant la porte de Versailles et mon manteau est resté dans sa voiture. Le silence a duré environ 3 secondes. Je connais mon père. Quand il se tait, ce n'est pas par hésitation, mais parce qu'il réprime une rage volcanique absolue. Il t'a jeté hors de la voiture. La voix de Barthélemy Delacroix est devenue sourde comme le grondement lointain du tonnerre. Je pouvais presque voir son expression à ce moment-là, les sourcils froncés en un nœud serré, les lignes autour de sa bouche creusées comme des cicatrices au couteau. La main tenant son verre de cognac devait probablement trembler. Il ne sait pas qui tu es, il ne l'a jamais su. Depuis le jour, il y a 3 ans, où j'avais insisté pour cacher mon identité afin d'épouser Ambroise, toute sa famille, élargie pensait que j'étais une orpheline sans relation, sans appui, sans fonds de dotation et sans influence. Même le mariage en lui-même avait été une formalité précipitée à la mairie du 8e arrondissement, sans véritable réception. La mère d'Ambroise Geneviève Vasseur m'avait regardé ce jour-là depuis son fauteuil, comme si j'étais un cafard qui avait rampé sur sa table à manger. Que notre Ambroise t'épouse est une ascension sociale inespérée pour une fille comme toi. C'était ces mots exacts. Au cours de ces 3 années, j'avais entendu des variantes de cela d'innombrables fois.
Chaque fois qu'Ambroise allait à un dîner d'affaires et ne rentrait pas, elle disait que je manquais de particules et de classe pour me tenir aux côtés d'un homme qui a réussi. Chaque fois qu'Océane obtenait une augmentation et une promotion dans l'entreprise, elle disait que cette secrétaire était vraiment compétente alors que je n'étais qu'une croqueuse de diamants vivant au crochet de son fils. Et du début à la fin, Ambroise n'a jamais dit un seul mot pour me défendre. Pas parce qu'il ne l'entendait pas, mais parce qu'il s'en fichait royalement. Très bien. La voix de mon père est revenue au téléphone avec un calme terrifiant. Très bien, papa. Ce soir au gala des partenaires. Démolis-le pièce par pièce. J'ai fixé mon ombre, allongée sous le lampadaire, la pluie dégoulinant toujours de mes cheveux. Négocie exactement de la manière dont ils méritent qu'on négocie avec eux. Tu sais parfaitement comment l'entreprise d'Ambroise est arrivée là où elle en est aujourd'hui. Et je le savais aussi. Chaque levée de fonds que Bâtiment Vasseur avait reçue au cours des 3 dernières années, chaque gros client, chaque invitation au sommet exclusif de l'industrie, tout cela avait été secrètement orchestré par moi. Ambroise pensait être un génie chanceux doté d'un talent exceptionnel. Il ne lui est jamais venu à l'esprit que les miracles qui lui tombaient tout cuits dans le bec étaient en réalité fabriqués par quelqu'un opérant dans l'ombre. Qu'est-ce que tu vas faire ? A demandé Barthélemy. J'ai un billet. Je prends l'avion ce soir pour Nice. J'ai jeté un coup d'œil à mes informations de vol. J'ai besoin d'air frais et je vais rendre visite à tante Odette. Tante Odette était la meilleure amie de ma défunte mère. Elle vivait sur la Côte d'Azur depuis près de 20 ans. Quand j'étais petite, elle s'occupait de moi comme de sa propre fille. Marché conclu. Le ton de mon père s'est finalement un peu adouci. Appelle-moi quand tu atterris et ne t'inquiète pas de ce qui se passera ici. J'ai fait une pause et j'ai baissé la voix. Elle est devenue aussi douce qu'une plume atterrissant sur le tranchant d'une épée. Papa, ne le laisse pas tomber trop vite, je veux qu'il rembourse tout ce qu'il me doit centime par centime avec les intérêts. Après avoir raccroché, je suis restée à l'entrée du complexe regardant les néons éblouir aveuglément la nuit. De grandes lettres dorées indiquaient Gala annuel des partenaires du groupe Delacroix. Le groupe Delacroix était l'empire industriel de mon père. Ambroise et Océane étaient sûrement déjà entrés dans la salle de bal. Elle devait probablement tenir le bras de mon mari, une flûte de champagne à la main, se pavanant à l'événement commercial le plus élitiste de Paris. Elle pensait probablement être la grande gagnante. Elle pensait avoir joué la main gagnante. Elle pensait avoir enfin évincé du tableau l'épouse inutile et vénale. J'ai sorti ma confirmation de réservation de mon sac et vérifié l'heure. 4 heures avant le départ, largement le temps. Le voiturier m'a aidé à héler un taxi. Je suis montée à l'arrière et j'ai demandé au chauffeur de m'emmener à Roissy-CDG. Alors que la voiture s'éloignait, j'ai ouvert la galerie de mon téléphone, j'ai fait une capture d'écran du moment exact où les feux arrière de la Maybach se sont dissous dans la nuit pluvieuse et je l'ai envoyé à mon père avec un seul mot « Souviens-toi ». Puis j'ai mis mon téléphone en mode avion, je me suis adossée au siège et j'ai fermé les yeux. Les lumières de l'autoroute ont défilé en s'estompant une à une. La nuit était aussi sombre qu'une toile noire sans fin. La radio du taxi diffusait une émission nocturne sur les secrets de couple. L'animateur lisait les lettres des auditeurs d'une voix lente et apaisante. Dans mon esprit, j'ai commencé à faire les comptes. 3 ans 1095 jours. Chaque nuit de solitude, chaque humiliation publique, chaque parole venimeuse crachée par ma belle-mère, chaque texto provocateur d'Océane avec ses petits visages souriants, tout était comptabilisé. Je n'avais pas oublié un seul détail. Le taxi s'est engagé sur l'autoroute en direction de l'aéroport. Au loin, le terminal brillait dans la nuit d'une lumière blanche et froide comme une île massive attendant le décollage. J'ai posé ma tête contre la vitre et je me suis souvenu d'une nuit tout aussi glaciale il y a 3 ans. Je venais de rentrer de mes études à l'étranger. Mon père m'avait demandé ce que je voulais faire de ma vie. Je lui ai dit que je voulais me marier avec un homme que j'aimais et mener une vie ordinaire. Barthélemy Delacroix est resté silencieux un long moment avant de dire finalement « Ta mère nous a quittés très tôt, je t'ai élevée seule et j'ai toujours eu peur de te gâter. Tu as dit que tu voulais être indépendante et ne compter que sur toi-même, et je t'ai donné cette liberté. Mais je dois te clarifier une chose. Dans ce monde, tout le monde ne mérite pas que tu baisses la tête devant eux. » Je n'y avais pas trop prêté attention à l'époque. Quand j'ai rencontré Ambroise Vasseur, il n'était qu'un cadre intermédiaire dans une entreprise de matériaux de construction, conduisant une vieille berline cabossée et vivant dans un appartement exigu et mal isolé à Aubervilliers, où la chambre n'avait même pas de rideau.
Il était beau, avec des traits fins, et quand il parlait, sa voix était grave, comme un archet de violoncelle glissant lentement sur les cordes. La première fois qu'il m'a emmené dîner, nous sommes allés dans une brasserie miteuse, ouverte 24 heures, sur 24 cachés, dans une ruelle. Il a commandé 2 menus burgers bon marché. L'addition s'élevait à 15 €. Au moment de payer, il a sorti un billet de 10 quelques pièces froissées et une poignée de centimes de son portefeuille, comptant le tout 2 fois, avant de le tendre à la serveuse. Assise en face de lui, le regardant lisser soigneusement ses billets froissés, mon cœur s'est soudainement adouci. J'ai pensé, cet homme est pauvre, mais il est travailleur et méticuleux. Plus tard, j'apprendrai que cette méticulosité ne s'appliquait qu'à son argent. Après notre mariage, la phrase qu'il me répétait le plus souvent était « Ne m'attends pas ». Le soir de nos noces, il m'a dit qu'une urgence professionnelle était survenue et m'a envoyé au lit. On m'a laissée seule, assise sur un matelas double. La lampe bon marché qu'il avait achetée émettait une lumière pâle et maladive qui donnait à la pièce l'allure d'une chambre d'hôpital. Je l'ai attendu jusqu'à 2 heures du matin. Quand il est enfin rentré, il empestait l'alcool et il y avait une trace de parfum inconnu sur son col. Il a dit que c'était un cadeau d'un client et je l'ai cru. L'année suivante, sa société nouvellement fondée a inexplicablement commencé à décrocher des contrats massifs. Un projet immobilier que personne d'autre ne pouvait sécuriser les a soudainement appelés de nulle part pour proposer un partenariat. Des investissements providentiels sont apparus de nulle part sur son compte bancaire sans aucun audit préalable. Des invitations au sommet de l'industrie les plus cruciaux sont tombées du ciel. Même si son cabinet n'était même pas dans le top 50, il pensait que sa chance avait tourné. Il croyait que c'était le fruit de son génie exceptionnel. Lors d'un dîner d'entreprise, il a levé son verre et a déclaré que ce succès était dû à leur sueur et à leurs larmes collectives. J'étais assise au fond de la pièce avec une tasse de café froid que sa secrétaire Océane m'avait servi, gardant un sourire impeccable et ne disant rien, car tous ces contrats avaient été arrangés par moi en utilisant les ressources du groupe de la Croix. Ces investissements étaient garantis par la fiducie que ma mère m'avait laissée, et cette invitation au sommet avait été obtenue par mon père, appelant personnellement les organisateurs. Ambroise ne savait rien de tout cela. Il savait seulement que je venais d'une famille insignifiante, que je n'avais pas apporté d'héritage au mariage et que je n'étais qu'une pique-assiette. Dès la 3e année, cette année même, Océane est officiellement entrée dans sa vie. Non, elle n'y est pas entrée, elle l'a envahie. Au départ, elle n'était qu'une assistante administrative avec un visage doux et inoffensif. Sa voix avait toujours ce côté plaintif et nécessiteux. Quand elle m'appelait, elle étirait la fin de ses mots comme un minuscule crochet égratignant le cœur, provoquant une démangeaison qui finissait par se transformer en véritable douleur. Quand a-t-il commencé à changer ? Probablement le jour où ma belle-mère a invité Océane chez nous pour le déjeuner. Geneviève Vasseur, une femme qui n'avait pas travaillé un seul jour de sa vie, mais qui se considérait comme la personne la plus sage sur Terre, a jeté un coup d'œil à Océane et a dit « Oh, quelle fille charmante !» tellement mieux que ce à quoi nous sommes habitués. Océane a rougi, a baissé la tête et a dit doucement « Madame Vasseur, s'il vous plaît, ne dites pas ça. Léocadie est une très bonne personne. » Mais en disant cela, ses yeux étaient rivés sur le portrait de famille, accroché au mur derrière moi. Sur cette photo, je me tenais sur le bord avec un sourire qui était clairement forcé. Peu de temps après, Océane a commencé à faire les allers-retours au travail dans la voiture d'Ambroise parce que c'était sur son chemin. Ensuite, elle a commencé à apparaître opportunément à chacun des dîners d'affaires de mon mari, enfin sous prétexte que Monsieur Vasseur m'a demandé d'organiser des dossiers. Elle restait dans son bureau jusque tard dans la nuit. Et chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet, ma belle-mère levait les yeux au ciel et me lançait son ton glacial. Cette fille fait le travail de ton mari à sa place pendant que tu restes assise à la maison toute la journée à ne rien faire à vivre comme une sangsue sur le succès de notre famille. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Je ne disais rien. Non pas parce que je n'osais pas, mais parce que j'attendais le moment parfait pour recouvrer la dette de ces 3 années avec tous les intérêts accumulés. Et ce soir, ce moment parfait était arrivé. Le taxi s'est arrêté devant le terminal à Roissy-CDG. Une fine bruine glaciale s'était remise à tomber du ciel. J'ai ouvert la portière et le vent froid et neigeux m'a giflé le visage, trempant ma robe fine et me glaçant jusqu'à la moelle. Soudain, je me suis souvenu d'autre chose. Le jour de mon mariage, il y a 3 ans, il neigeait à Paris.
J'avais attendu Ambroise devant la mairie dans ma robe de mariée pendant 40 minutes. La neige s'accumulait dans mes cheveux. Mes talons reposaient sur le béton gelé et mes orteils s'étaient complètement engourdis. Quand il est enfin arrivé, ses premiers mots n'ont pas été des excuses, mais plutôt « il y a eu un problème au travail. Pourquoi n'as-tu pas attendu à l'intérieur ?» Cette phrase était gravée dans ma mémoire depuis 3 ans. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai réalisé à quel point toute la situation était pathétique. Dans le scénario de sa vie, je n'ai jamais été la personne pour laquelle valait la peine de se précipiter. J'ai traîné ma valise dans le terminal passé les contrôles de sécurité et je suis entrée dans le salon Air France la première. J'ai commandé un café noir très chaud. Lorsqu'il est arrivé, l'écran de mon téléphone s'est allumé. Ce n'était pas Ambroise, c'était Océane. Elle m'avait envoyé une photo. Sur la photo, il y avait une immense table ronde chargée de mets raffinés. Ambroise était assis près de la place d'honneur, un verre de vin à la main, plongé dans une conversation avec quelqu'un. Dans le coin de l'image, la main d'Océane reposait sur l'accoudoir de la chaise d'Ambroise, ses doigts effleurant apparemment par accident la manchette de sa veste de costume. Le texto disait « Coucou, le dîner de ce soir est tout simplement spectaculaire. C'est vraiment dommage que tu ne sois pas là. » J'ai regardé la photo et j'ai pris une gorgée de mon café. Il était terriblement amer, mais mon âme se sentait totalement en paix. J'ai ouvert la conversation avec mon père et j'ai envoyé un message. « Papa, je suis à la porte d'embarquement, tu peux commencer. » 3 secondes plus tard, mon père a répondu par un seul mot. « Fait !» J'ai posé mon téléphone face contre la table, je me suis adossée dans le fauteuil en cuir moelleux et j'ai fermé les yeux. C'était calme dans le salon, à l'exception du léger bourdonnement du système de climatisation. De temps en temps, la voix mécanique d'un agent de comptoir annonçait les heures d'embarquement. Au-delà de la vitre, les lumières de la piste s'étiraient dans l'obscurité comme 2 lignes dorées brisées. Un avion a roulé sur la piste, le rugissement de ses moteurs étouffé par le verre épais. Je me suis souvenu des derniers mots que ma mère m'ait jamais dit. J'avais 12 ans cette année-là. Maman était allongée sur un lit d'hôpital, réduite à l'état de squelette. Mais quand elle m'a serré la main, elle possédait une force étonnante. Elle a dit « Léo Caddy, la meilleure chose qui me soit jamais arrivée est d'épouser ton père, mais mon plus grand regret dans la vie est aussi de l'avoir épousé. » Je ne comprenais pas à l'époque. Elle a souri et a ajouté « Si tu épouses la bonne personne, tu n'auras jamais à grandir. Si tu choisis la mauvaise, tu seras forcé de tout apprendre du jour au lendemain. J'espère que tu n'auras jamais à apprendre ces choses, mais si jamais ça arrive, n'aie pas peur. Tu as le sang des Delacroix dans les veines. Tu as l'intelligence pour surmonter n'importe quoi. » Il m'a fallu 12 ans pour vraiment comprendre ces mots. À 23 heures, l'avion a décollé, pile à l'heure. La cabine de première classe était incroyablement spacieuse. Une hôtesse de l'air m'a apporté une serviette chaude et une coupe de champagne. Tenant la flûte, j'ai regardé par le hublot la ville illuminée tomber derrière nous, jusqu'à ce qu'elle se transforme en une tache de lumière floue. Ce que je ne savais pas, c'est qu'au moment exact où mon avion a quitté le sol, un ouragan absolu s'abattait sur le banquet du groupe Delacroix. Quand Ambroise et Océane étaient entrés dans l'immense salle de bal dorée, la lumière des lustres en cristal se déversait du plafond illuminant une mer de toasts et de tenues de créateurs. Il y avait une 12aine de grandes tables rondes, chacune drapée de linge or sombre et ornée de centres de table floraux frais, acheminés expressément pour l'événement. La table d'honneur était située au fond, près des grandes baies vitrées, flanquée de 2 rangées d'agents de sécurité en costume sombre. Océane marchait au bras d'Ambroise. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, alors qu'elle balayait la pièce du regard de gauche à droite. Ses pupilles se sont dilatées. Elle travaillait comme secrétaire d'Ambroise depuis 2 ans et l'avait accompagné à de nombreux dîners. Mais un événement du calibre du groupe Delacroix était tout à fait nouveau pour elle. Rien que ce soir, les PDG de 3 sociétés cotées en bourse, 2 vice-présidents de la chambre de commerce et plusieurs personnalités qu'elle n'avait vues que sur les couvertures de Challenge et des Échos étaient présents. Ambroise, Océane a baissé la voix en utilisant son ton haletant caractéristique. Où est notre table ? Ambroise a vérifié l'invitation numérique sur son téléphone. Table 7 au milieu. Pas mal. Vu la taille de bâtiment Vasseur, obtenir une place ici était un exploit monumental. Il savait à quel point il avait été brutalement difficile d'obtenir cette invitation. Un placeur les a conduits à la table 7. Les talons à semelles rouges d'Océane ont cliqué un rythme léger et triomphant sur le sol en marbre. Elle avait méticuleusement choisi sa tenue,
une robe bordeaux épousant ses courbes et des chaussures neuves. Elle ne voulait pas être trop voyante et éclipser les autres, mais elle voulait être assez frappante pour que tout le monde se souvienne d'elle. À la table 7 étaient assis plusieurs pairs de l'industrie qu'Ambroise reconnaissait. Ils ont échangé des salutations et des cartes de visite dans une atmosphère polie mais retenue. En prenant place, Ambroise a inévitablement jeté son regard vers la table d'honneur. Il y avait 7 ou 8 personnes assises là, mais la chaise centrale était vide. Barthélemy Delacroix n'était pas encore arrivé. Océane s'est penchée pour lui verser de l'eau. Ses mouvements étaient si bien rodés qu'on aurait dit qu'elle l'avait fait 1000 fois. Ses doigts ont glissé sur le dos de sa main. « Ambroise, a-t-elle murmuré, veux-tu que je t'accompagne tout à l'heure pour porter un toast à monsieur Delacroix ?» Il a hoché la tête et a pris le verre sans la regarder. Soudain, un silence absolu s'est abattu sur la salle de bal caverneuse. Tous les regards se sont tournés vers l'entrée principale. Barthélemy Delacroix est entré. Il portait un costume gris anthracite sur mesure immaculé, une épinglette rouge foncée, arborant l'écusson de l'entreprise brillant sous les lumières. Ses cheveux étaient argentés, mais ils dégageaient une vitalité écrasante et autoritaire. Il marchait avec la colonne vertébrale parfaitement droite, générant pratiquement son propre système météorologique à mesure qu'il avançait. 2 assistants et une secrétaire de direction le suivaient, se déplaçant à l'unisson, projetant une aura de pouvoir terrifiante. Alors qu'il avançait, les invités se levaient respectueusement pour le saluer. « Bonsoir, monsieur Delacroix. Ravi de vous voir, Barthélemy. » Delacroix hochait la tête gardant un sourire poli, mais c'était un sourire aussi fin qu'une couche de glace sur un lac en hiver. Les yeux d'Océane brûlèrent d'ambition. Elle a subtilement serré le bras d'Ambroise. « Ambroise, monsieur Delacroix est là, quand est-ce qu'on y va ?»« Attends que les autres fassent leur premier tour, a-t-il répondu doucement, calculant comment engager la conversation. Bâtiment. Vasseur essayait désespérément d'obtenir un contrat de fourniture pour le groupe Delacroix pour le prochain exercice. Ce dîner déterminerait le sort de son entreprise pour les 3 prochaines années. Mais il ignorait que la toute première chose que fit Barthélemy Delacroix en s'asseyant ne fut pas de lever son verre. Au lieu de cela, il fit signe à sa secrétaire et lui murmura un ordre. La secrétaire acquiesça et quitta rapidement la salle de bal. Le premier plat a été servi un bar du Chili magnifiquement dressé. Les invités ont commencé à manger et l'atmosphère s'est animée. Les gens ont commencé à se lever pour porter des toasts échangeant des amabilités et des contacts. C'était la véritable essence de l'événement. Océane n'en pouvait plus. Elle a tiré sur la manche d'Ambroise. « Ambroise, c'est le moment. Si on n'y va pas maintenant, quelqu'un d'autre nous devancera. » Ambroise a regardé la table d'honneur. Plusieurs personnes, le verre à la main, tournaient déjà autour de Barthélemy Delacroix. Il a pris une grande inspiration, a ramassé son verre de vin, s'est levé et a ajusté sa cravate. « Allons-y. » Océane a suivi de près, ses talons claquant bruyamment. Elle pouvait sentir certains regards se tourner vers elle, des regards de curiosité, d'évaluation et peut-être d'envie. Elle a légèrement levé le menton, accentuant son sourire. Lorsque le groupe précédent s'est dispersé, Ambroise a fait un pas en avant et a fait une légère révérence, une posture de déférence absolue. Monsieur Delacroix, bonsoir. Je suis Ambroise Vasseur de Bâtiment Vasseur. Merci infiniment pour l'honneur de nous avoir invités ce soir. Au nom de toute mon entreprise, je lève mon verre à votre santé. En disant cela, il a vidé son verre d'un trait. Océane a immédiatement levé son verre avec un sourire radieux. Bonsoir, monsieur Delacroix. Je suis Océane, la secrétaire de monsieur Vasseur. J'ai tellement entendu parler de vous. C'est un immense honneur de vous rencontrer enfin. Barthélemy Delacroix est resté assis sur sa chaise. Il ne s'est pas levé, il n'a même pas pris son verre, il est simplement resté là, posant une main sur la table pendant que les doigts de l'autre caressaient lentement une tasse de café noir qui avait déjà refroidi. Son regard est passé du visage d'Ambroise à celui d'Océane, puis est revenu à Ambroise. Il les a scrutés de la tête aux pieds 2 fois. Ce n'était pas un regard glacial, mais c'était loin d'être chaleureux. Il les regardait comme s'il inspectait de la marchandise d'origine hautement douteuse. « Monsieur Vasseur », a commencé Delacroix. Sa voix n'était pas dure, mais elle portait une résonance profonde forgée par des décennies d'autorité absolue. « Êtes-vous venu seul ce soir ?» Ambroise a été pris au dépourvu, ne comprenant pas le sens de la question. « Je suis venu avec ma secrétaire. » Il s'est écarté, permettant à Océane de prendre la vedette. Barthélemy Delacroix a regardé Océane. Ses yeux se sont attardés une fraction de seconde sur les boucles d'oreilles en perles qui pendaient à ses oreilles. L'expression de ses yeux a changé. Ce n'était plus une inspection, c'était un éclair vif et aveuglant d'un froid glacial.
Mais Océane ne l'a pas remarqué. Elle a gardé son sourire mielleux et désireux de plaire. Monsieur Delacroix, a-t-elle ronronné, se penchant légèrement en avant pour mettre gracieusement en valeur ses clavicules. Delacroix ne lui a pas prêté attention. Il a ramené son regard sur Ambroise, parlant d'un ton aussi monotone que s'il discutait de la météo. « Vous êtes mariés, n'est-ce pas ?» Ambroise a de nouveau été surpris, complètement déstabilisé par la direction de la conversation, mais il a hoché la tête. « Oui, monsieur Delacroix, je suis marié depuis 3 ans. » Et votre femme? Barthélemy Delacroix a pris sa tasse de café et a bu une gorgée du liquide froid, ses yeux ne quittant jamais Ambroise. Pourquoi votre femme n'a-t-elle pas assisté à la soirée de ce soir? Le sourire d'Océane s'est figé une seconde. Elle a rapidement baissé la tête, faisant semblant d'ajuster sa robe, mais le verre dans sa main tremblait, faillant renverser le vin. Le visage d'Ambroise s'est tendu aussi. Il s'est raclé la gorge, essayant de paraître décontracté. Elle ne se sentait pas bien, elle est restée à la maison pour se reposer. Vraiment. Barthélemy Delacroix a reposé la tasse, s'est adossé à sa chaise et a croisé les mains sur son ventre, ses yeux sombres, transperçant Ambroise. Alors, cette Océane est-elle votre secrétaire ou une escort girl? Au moment où ces mots ont flotté dans l'air, tous les cadres supérieurs à la table d'honneur ont plongé dans un silence de mort. Les gens de la table 7, qui s'étaient levés pour porter un toast, se sont également arrêtés et ont regardé dans leur direction. L'air dans la pièce est soudainement devenu lourd et étouffant. La pomme d'Adam d'Ambroise montait et descendait. Une goutte de sueur froide a roulé le long de sa colonne vertébrale. Il avait déjà eu affaire à des clients difficiles, mais l'hostilité cachée dans les mots de Delacroix était trop évidente. Si évidente qu'il ne pouvait même pas faire semblant de s'être mépris. Monsieur Delacroix Océane est une employée de l'entreprise. Elle est ici ce soir en tant que représentante. Il n'a pas pu terminer sa phrase. Delacroix a levé la main le coupant. Il s'est levé. Instantanément, son assistant a reculé sa chaise, les pieds raclant le marbre avec un bruit sourd. Lorsque Delacroix s'est levé, toutes les personnes assises à la table d'honneur ont bondi sur leurs pieds comme sur commande. Delacroix dépassait Ambroise d'une demi-tête. Il l'a regardé de haut et la fine couche de glace dans ses yeux s'est finalement brisée, révélant la rage brûlante qu'il avait réprimée. « Monsieur Vasseur, laissez-moi vous raconter une histoire. » La voix de Barthélemy Delacroix n'était pas un cri, mais soudain l'immense salle de bal, dorée, est tombée dans un silence de tombe. Des centaines de personnes à une douzaine de tables ont posé leurs couverts et se sont tournées pour regarder. « J'ai une fille, » a commencé lentement Delacroix. Chaque mot tombait comme un clou d'acier enfoncé dans le sol en marbre. « Ma fille unique, ma propre chair et mon propre sang, elle est toute ma vie. » La couleur a déserté le visage d'Ambroise. Le sang s'est retiré de ses traits comme si une vanne avait été ouverte. Océane n'avait pas encore pleinement saisi ce qui se passait, mais la main qui tenait son verre de vin à côté d'Ambroise tremblait de façon incontrôlable. Il y a 3 ans, elle s'est mariée sans me le dire. Delacroix l'a fixée à bout portant sans la moindre trace de sourire. Elle m'a dit qu'elle aimait cet homme, qu'elle voulait construire son mariage elle-même sans mon interférence, et j'ai respecté sa décision. Pendant 3 ans, je ne lui ai pas posé une seule question. Il a fait une pause et a fait un pas en avant. Mais ce n'est pas parce qu'elle ne m'a rien dit que je ne savais pas. Les lèvres d'Ambroise ont bougé, voulant dire quelque chose, mais une masse énorme lui bloquait la gorge. Pendant ces 3 années, chaque levée de fonds, chaque client clé, chaque invitation au sommet exclusif de l'industrie, la voix de Delacroix a soudainement tonné comme l'orage éclatant dans la salle de bal. Vous pensiez avoir accompli tout cela vous-même? C'était ma fille qui travaillait dans l'ombre pavant la route, pour vous étape par étape atroce. Le verre a glissé des doigts d'Océane. Le cristal s'est brisé contre le sol avec un fracas aigu. Le vin rouge a éclaboussé, tachant ses chaussures à semelles rouges et s'infiltrant dans les joints du marbre. Personne n'a bougé pour nettoyer, personne n'a tressailli d'un muscle. Tous les yeux étaient rivés sur Ambroise. Dans ses yeux, il y avait du choc, du dégoût et une lourde dose de cruauté. Ambroise restait absolument paralysé. Son visage est devenu de la couleur des nappes blanches. La sueur perlait sur son front sous les lumières du lustre. Ses paumes étaient si moites qu'elles laissaient des taches sombres lorsqu'il les frottait contre son pantalon. « Et vous ne saviez pas ?» Delacroix a lâché un rire amer et glacial. « Vous ne saviez pas que votre femme est la fille de Barthélemy Delacroix. »
Il a sorti un téléphone de la poche intérieure de sa veste de costume, a ouvert une photo et a tourné l'écran vers Ambroise. L'image montrait une femme debout sur le trottoir devant la porte de Versailles. Elle ne portait pas de manteau. Le vent plaquait sa robe fine contre ses jambes. Portant des talons hauts, elle se tenait sur l'asphalte mouillé. Sur le côté, les feux arrière rouges d'une Maybach noire sur le départ étaient clairement visibles. Quand vous l'avez jetée de votre voiture, le saviez-vous? Quand vous avez amené une autre femme à ce banquet, le saviez-vous? Ou peut-être Delacroix a claqué le téléphone sur la table avec un bruit sec qui ressemblait à du verre brisé. Vous n'aviez absolument aucune idée qu'elle était ma fille. Au moment où Ambroise a clairement vu cette photo, son esprit a explosé. L'image n'était pas en haute définition. On aurait dit une image de vidéosurveillance agrandie, mais l'endroit était beaucoup trop familier. L'entrée mouillée, les feux arrière de la Maybach, cela faisait moins de 2 heures, la femme qui l'avait jetée de sa propre voiture, Léocadie était la fille de Barthélemy Delacroix. Océane a vu la photo aussi. Le sang a instantanément disparu de son visage, la laissant blanche comme une feuille de papier. Elle a maladroitement fait un pas en arrière et le talon de sa chaussure a écrasé avec un bruit écœurant le verre brisé. Dans la grande salle de bal, le silence était si absolu qu'on n'entendait que le bourdonnement de la climatisation. Une centaine des personnes les plus puissantes de Paris regardaient le visage d'Ambroise passer du blanc au gris, puis à une teinte terreuse et cendrée comme un morceau de viande pourrissant en direct à la télévision. Quelqu'un a discrètement sorti un téléphone pour filmer. Delacroix s'est rassis. Son assistant a immédiatement poussé une tasse de café frais vers lui. Il a pris une gorgée pour se recentrer. Il a légèrement froncé les sourcils au goût et a repoussé la tasse. Asseyez-vous, monsieur Vasseur. Il a montré une chaise vide sur le côté. Elle était située à l'extrémité la plus éloignée de la table d'honneur, là où l'on ne pouvait même pas atteindre les assiettes de nourriture. Ce n'était pas un siège pour un invité. C'était la chaise où vous placez un subordonné lorsqu'il est sur le point d'être renvoyé. Ambroise était pratiquement paralysé, il ne savait pas quoi faire. Faire un pas en avant était une humiliation. Faire un pas en arrière était une condamnation à mort. Il est resté cloué sur place, tandis que des regards venus de toutes les directions le transperçaient, comme des aiguilles faisant trembler tout son corps. J'ai dit asseyez-vous, a répété Delacroix. Cette fois, sa voix était beaucoup plus calme. Mais ce calme était plus terrifiant que sa rage. La colère est éphémère. Le calme signifiait qu'il avait déjà décidé exactement comment recouvrer la dette. Finalement, Ambroise a traîné les pieds vers la chaise. Ses jambes pesaient 1 tonne, chaque pas exigeait un effort herculéen. Il a atteint la chaise et s'y est affaissé. Sa posture était entièrement vaincue. Océane est restée debout derrière lui, désorientée, n'osant ni le suivre ni s'enfuir, coincée là comme un pilier inutile. Delacroix l'a laissé planter là pendant un moment avant de tourner la tête pour la regarder. Madame la secrétaire, chaque muscle du corps d'Océane s'est bloqué. Elle a hoché la tête frénétiquement, forçant un oui étranglé qui est resté coincé dans sa gorge. Ces boucles d'oreilles en perles que vous portez. Le regard de Delacroix s'est verrouillé sur ses oreilles. Je les reconnais. Océane a instinctivement porté les mains à ses oreilles. Dès que ses doigts ont effleuré les perles, elle les a retirées brusquement comme si elles s'étaient brûlées. Ce sont les bijoux de ma défunte épouse. Le ton de Delacroix était incroyablement doux, comme s'il racontait une histoire pour s'endormir. Avant de mourir, elle m'a demandé de les garder pour l'héritage de notre fille. Je les ai gardés dans un coffre, ne lui transmettant que des pièces sélectionnées pour qu'elle les porte lors de grandes occasions. Ces boucles d'oreilles font partie de ces pièces. Sa voix s'est soudain assombrie. J'aimerais beaucoup savoir comment il se fait que les affaires de ma femme décédée pendent à vos oreilles. Océane a ouvert la bouche, mais n'a pas pu former un seul mot. Que pouvait-elle dire? Que la femme d'Ambroise les lui avait donnés depuis sa propre boîte à bijoux, avouer qu'elle était venue au gala en exhibant les bijoux de sa belle-mère décédée, jouant le rôle de la grande gagnante Ambroise, voûtée sur sa chaise la tête baissée, a entendu l'expression « les bijoux de ma défunte épouse » et a violemment frissonné. Sa colonne vertébrale s'est courbée encore plus. Il ressemblait à une tortue dont la carapace venait d'être écrasée. Son cerveau a commencé à tout traiter à une vitesse vertigineuse, assemblant les pièces. Ces investissements providentiels inexplicables il y a 3 ans. Ce contrat de construction impossible où le promoteur avait appelé à l'improviste. L'invitation au sommet réservée uniquement aux titans de l'industrie. Tout s'emboîtait. La chance absurde prenait désormais tout son sens. Mais il était beaucoup trop tard.
Barthélemy Delacroix a pressé ses 2 mains à plat contre la table et s'est levé, balayant la pièce du regard. Il a parlé d'une voix claire et retentissante qui a atteint chaque recoin de la salle de bal. « Mesdames et messieurs, vous êtes tous des partenaires de longue date du groupe Delacroix. Ce soir, je veux que vous soyez les témoins de quelques petites choses. » On entendait à peine les gens respirer. Premièrement, mon équipe juridique examinera chaque contrat actif entre le groupe Delacroix et Bâtiment Vasseur demain matin. Vu ce que j'ai vu ce soir, je doute fort qu'ils survivent à l'audit. La tête d'Ambroise s'est relevée brusquement. Ses yeux étaient injectés de sang et pleins d'incrédulité. Il a ouvert la bouche pour parler, mais Delacroix ne l'a même pas regardé. Deuxièmement, le groupe Delacroix restructure immédiatement son réseau de fournisseurs. Bâtiment Vasseur ne répond plus à nos normes de conformité d'entreprise. Je suis sûr que le reste d'entre vous gérera ses propres portefeuilles avec la prudence habituelle. Il ne l'a pas crié, mais le poids de la déclaration était écrasant. Plusieurs hommes d'affaires de la table 7 ont immédiatement baissé les yeux et ont commencé à taper frénétiquement sur leur téléphone. Il était évident de ce qu'ils faisaient, ils contactaient leur département juridique pour geler tout contrat actif. Troisièmement, Delacroix a regardé l'écran de son téléphone. Il affichait le message que sa fille lui avait envoyé 2 heures plus tôt, le numéro de vol, l'heure de départ et la destination. Il a levé les yeux vers Ambroise, sa voix baissant si bas qu'elle glaçait le sang. « Votre femme, ma propre chair et mon propre sang est actuellement à 10 000 mètres d'altitude en route pour Nice. Son manteau est resté dans votre voiture. Elle a été abandonnée sous la pluie et le vent glacial dans une robe fine, attendant 15 minutes pour héler un taxi. » Delacroix s'est penché sur la table, regardant droit dans les yeux d'Ambroise. « Dites-moi, monsieur Vasseur, au moment où vous l'avez jeté à la rue, vous est-il venu à l'esprit ne serait-ce qu'une seconde de vous demander si elle avait froid ?» Ambroise est resté assis là bouche bée. Sa pomme d'Adam n'arrêtait pas de bouger, mais il ne pouvait émettre aucun son. Derrière lui, les jambes d'Océane ont lâché, et elle s'est effondrée sur le sol. Des éclats de cristal brisé se sont enfoncés dans ses paumes. Elle a poussé un gémissement de douleur, inspirant brusquement, mais n'a pas osé crier. Elle s'est mordu la lèvre alors que des larmes coulaient sur son visage. Personne ne lui a tendu la main pour l'aider à se relever. Les cadres de la table 7 l'ont regardée avec un pur dégoût, comme si elle était un déchet. Delacroix s'est redressé, a ajusté son col et a fait un signe de tête à son chef de la sécurité. Escortez-les vers la sortie. L'ordre était sec et absolu. Le chef de la sécurité s'est approché d'Ambroise et a fait un geste vers la porte. Ambroise s'est levé comme un automate et a commencé une marche maladroite et chancelante vers la sortie. En passant devant la table 7, son pied s'est pris dans le pied d'une chaise, la nappe s'est froissée, un verre de vin a vacillé et est tombé imbibant la table. Personne n'a bougé pour essuyer la flaque, chaque regard dans la pièce perçait son dos comme des projecteurs aveuglants, illuminant sa retraite pathétique. Océane a rampé pour se relever du sol, du sang coulait de ses doigts, le tissu de sa robe près de ses genoux était taché de vin, ses cheveux méticuleusement coiffés étaient en désordre. Elle a suivi Ambroise avec des pas erratiques et terrifiés. Ses chaussures à semelles rouges ont laissé une traînée d'empreintes sanglantes et tordues sur le marbre. À l'extérieur de la salle de bal, les couloirs étaient vides, le bruit et la vie de la fête restaient verrouillés derrière de lourdes doubles portes. L'éclairage ici était d'un blanc clinique brillant, exposant impitoyablement toute leur misère. Océane a éclaté en sanglots à haute voix et entre 2 halètements a attrapé la manche d'Ambroise. Ambroise, je le jure, je ne savais pas. Je ne savais pas qui elle était. Ambroise a violemment dégagé son bras. Il n'a pas utilisé beaucoup de force, mais Océane a perdu l'équilibre et a heurté le mur du couloir. Elle est restée là à fixer bêtement son dos alors qu'il entrait dans l'ascenseur, sans même un regard en arrière. Juste avant que les portes ne se ferment, le téléphone d'Ambroise a sonné. Ce n'était pas Barthélemy Delacroix, ce n'était pas un cadre d'entreprise, c'était sa mère Geneviève Vasseur, il a répondu. Et avant même qu'il ne puisse ouvrir la bouche, une voix perçante et désespérée a résonné dans la cabine de l'ascenseur. « Ambroise, comment se passe le dîner? As-tu signé les contrats? As-tu conclu l'accord avec Delacroix? Écoute-moi, c'est ta chance. Ton père attend. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu ne dis rien? Que s'est-il passé ?» L'ascenseur descendait. Le signal n'arrêtait pas de se couper. Ambroise s'est appuyé contre le mur en métal miroir.
Voyant son propre visage d'une pâleur mortelle et exsangue dans le reflet, il avait l'impression de regarder un étranger. « C'est Léo Caddy !» a-t-il entendu sa propre voix dire, sèche et rauque comme du papier de verre. Son père est Barthélemy Delacroix. Un silence de mort de 5 bonnes secondes a plané sur la ligne. Puis un hurlement hystérique a jailli du haut-parleur, lui faisant bourdonner les oreilles. « Qu'est-ce que tu racontes ?» L'ascenseur a atteint le rez-de-chaussée, les portes se sont ouvertes avec un carillon. Ambroise n'a pas répondu, il a raccroché, mis son téléphone dans sa poche et est sorti. Les lustres en cristal du hall grandiose et massif de l'hôtel continuaient de briller luxueusement. Le voiturier lui a ouvert la porte avec la même politesse exquise. Le vent froid de Paris continuait de fouetter l'entrée. Rien dans la ville n'avait changé, mais il savait que tout son monde venait de s'effondrer complètement. Et la femme qu'il avait jetée hors de sa voiture volait actuellement à 10 000 mètres d'altitude, dans un siège de première classe, tenant une coupe de champagne, regardant les nuages, avec un sourire aux lèvres, qu'il n'avait jamais pris la peine de connaître. Lors de mon premier jour à Nice, j'ai dormi jusqu'à ce que je me réveille naturellement. Pas de réveil, pas de SMS passif-agressif à 6 heures du matin de ma belle-mère, critiquant mon manque de prestance ou énumérant toutes les façons dont j'étais censée l'embarrasser devant ses amis du club de tennis. Pas de mièvre texto « Bonjour ma chérie » avec des visages souriants de la part d'Océane. Juste le soleil éclatant de la Côte d'Azur, traversant les rideaux blancs et se posant sur les draps blancs et impeccables, chauds et enveloppants. Je me suis retournée, j'ai enfoui mon visage dans les oreillers et j'ai pris une grande inspiration. La taie d'oreiller sentait légèrement la lavande grâce à une brume relaxante fournie par l'hôtel boutique. Mon téléphone reposait silencieusement sur la table de nuit. Je l'ai pris pour vérifier. 37 appels en absence d'Ambroise. Plusieurs d'Océane via la ligne fixe de mes beaux-parents et 11 d'un numéro inconnu. Les messages dans ma boîte de réception pullulaient dans le panneau de notification comme des mouches piégées dans un bocal. Je n'en ai pas ouvert un seul. J'ai ouvert ma conversation avec mon père. Le dernier message qu'il m'avait envoyé tard dans la nuit était une photo. Elle montrait une chaise vide à la table d'honneur dans cette grande salle de bal, et drapé proprement sur le dossier se trouvait mon manteau en laine, celui-là même qui avait été laissé dans la voiture d'Ambroise. Mon père avait ordonné à sa sécurité de le récupérer auprès du voiturier de l'hôtel, avant même qu'Ambroise ne quitte le gala. Sous la photo, il y avait juste 4 mots. « Papa t'attend ». J'ai fixé cette photo un long moment, puis je me suis levée pour me laver le visage. Pendant que l'eau chaude de la douche coulait sur mon corps, j'ai baissé les yeux et j'ai vu un énorme bleu sur mes genoux. C'était dû au choc contre l'asphalte mouillé la nuit dernière. Il était passé du violet à une teinte jaunâtre au bord verdâtre ressemblant à un fruit trop mûr. Je l'ai touché du bout des doigts. Ça ne faisait pas mal, ou plutôt comparé à toute la douleur qui s'était accumulée en moi au cours des 3 dernières années, ce n'était absolument rien. En sortant de la douche, j'ai sorti de ma valise les vêtements que j'avais achetés spécialement pour ce voyage. Un chemisier en lin blanc, un pantalon ample couleur crème et des sandales plates en cuir. Je ne me suis pas maquillée. J'ai juste appliqué de la crème solaire séchée à moitié mes cheveux et je les ai laissés tomber librement sur mes épaules. La femme dans le miroir semblait complètement différente d'il y a 3 ans. Pendant mon mariage, je m'habillais toujours avec des couleurs sombres. Je marchais la tête baissée et les épaules voûtées, essayant de prendre le moins de place possible, comme un meuble gênant dans le salon. Ma belle-mère disait que je m'habillais trop sévèrement, que je n'avais pas l'air de la maîtresse de maison. Si jamais je m'apprêtais, elle me demandait qui j'essayais d'impressionner puisque personne ne me regardait de toute façon. Finalement, j'avais juste préféré arrêter de sortir de la maison. Mais maintenant, la femme dans le miroir avait un regard serein et détendu. Les coins de sa bouche étaient tournés vers le haut. On aurait dit qu'elle avait enfin réussi à s'extirper d'une coquille grise et poussiéreuse et l'avait brisée en 1000 morceaux. Mon téléphone a vibré. C'était un message de mon père. As-tu atterri en toute sécurité ? J'ai répondu par un mémo vocal incapable de retenir mon sourire. Je suis bien arrivée, papa. Le soleil à Nice est absolument magnifique. Il fait si chaud, j'en aurais presque oublié qu'il pleuvait la nuit dernière. Barthélemy Delacroix a répondu instantanément. Je suis content. Puis il a ajouté un autre message. Ta tante Odette était hors d'elle quand elle a appris que tu venais. Elle a dit qu'elle te préparait sa fameuse daube niçoise pour midi. En lisant ce message, une boule s'est formée dans ma gorge. Tante Odette, quand maman est morte, je n'avais que 12 ans.
Tante Odette est venue vivre avec nous à Paris pendant 3 mois entiers. Elle cuisinait pour moi tous les jours, dormait à côté de moi, me brossait les cheveux. Le jour où elle a dû partir, je me suis accrochée à ses jambes, refusant de la laisser partir pleurant, à m'en couper le souffle. Elle a fini par déménager à Nice, mais à chaque fête, elle m'envoyait une carte écrite de son écriture parfaitement ronde et impeccable. La dernière ligne était toujours la même. Léocadie soit heureuse. J'ai pris une grande inspiration, j'ai mis mon téléphone dans ma poche, j'ai attrapé un sac fourre-tout en toile et j'ai quitté la chambre. L'hôtel n'était pas très grand, c'était un de ces petits établissements chics et confortables cachés dans les rues secondaires de la promenade des Anglais. Le hall était faiblement éclairé à l'exception d'une lampe de bureau chaleureuse à la réception. Je m'y suis avancée, j'ai commandé un expresso et je me suis assise sur un canapé d'angle en attendant que Com vienne me chercher. Com était le fils de tante Odette, il avait 2 ans de plus que moi. Il dirigeait son propre cabinet d'architecture en ville. Enfant, nous jouions tout le temps ensemble. Quand je suis partie à l'université, nous nous étions perdus de vue, mais nous échangions toujours des vœux pour les fêtes. Cette fois, en apprenant que je venais, tante Odette avait été si excitée qu'elle avait passé 3 jours à préparer la chambre d'amis. Com m'avait proposé de venir me chercher à l'aéroport, mais j'avais refusé. Mon vol atterrissait au milieu de la nuit, il n'y avait pas besoin de déranger qui que ce soit. Au moment où mon café est arrivé, les portes vitrées de l'hôtel se sont ouvertes. La lumière aveuglante du midi sudiste s'est violemment déversée à l'intérieur, m'obligeant à plisser les yeux. Un homme grand se détachait en silhouette dans l'embrasure contre l'éblouissement. La lumière empêchait de voir clairement son visage, mais son costume d'été gris clair en lin et ses mocassins marrons correspondaient parfaitement au climat ensoleillé. Ou Léocadie. Sa voix était beaucoup plus grave que lorsque nous étions enfants, mais il avait toujours cette même habitude d'étirer la dernière syllabe de mon prénom, avec une intonation paresseuse et insouciante. Comme s'est avancé vers moi, faisant tourner un porte-clés sur son doigt, il avait beaucoup grandi, ses épaules étaient larges et la ligne de sa mâchoire semblait avoir été tracée à la règle, sa peau était profondément bronzée par le soleil méditerranéen. Une coupe de cheveux courte et soignée lui donnait un air vif et énergique. « Pourquoi es-tu si maigre ?» Il s'est arrêté devant moi, m'a regardé de haut en bas et a légèrement froncé les sourcils. « La dernière fois qu'on a fait un appel vidéo, tu n'avais pas l'air de ça. » Le dernier appel vidéo remontait aux vacances de l'année dernière. Je me suis levé la tasse de café à la main et je lui ai souri. « Ça fait 1 an, c'est normal de perdre un peu de poids, non ?» Il m'a fixé pendant quelques secondes sans rien dire, puis a tendu la main à attraper le sac en toile posé à côté de moi et l'a jeté négligemment sur son épaule. « Allons-y, maman attend. Elle a une marmite sur le feu depuis ce matin. Elle a dit qu'elle avait mis la viande au moment où on allait se garer pour que tout soit brûlant quand tu mangeras. » Je l'ai suivi hors de l'hôtel, une Porsche blanche immaculée était garée sur le trottoir. Il m'a ouvert la portière passager, a attendu que je m'assoie et a fait le tour pour prendre le volant. En démarrant le moteur, il m'a jeté un coup d'œil de côté. « Est-ce que ce type a encore essayé de t'appeler ?» Je me suis adossée au siège en cuir et j'ai posé mon téléphone face contre mes genoux. 37 appels manqués. Je n'avais répondu à aucun. Com n'a pas insisté. Il a tapoté le volant 2 fois et s'est engagé sur l'avenue principale. Nous avons roulé le long de la côte sur la promenade des Anglais. Les cris des mouettes entraînaient par les fenêtres ouvertes. Les terrasses de café en bord de plage étaient bondées de monde et l'air sentait le café torréfié et le pain grillé. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a-t-il finalement brisé le silence. « D'abord je vais manger, ai-je dit, et ensuite nous parlerons. » Com a souri légèrement. Ce n'était pas un rire, mais le sourire était sincère, la Porsche blanche filait sur le littoral, la mer Méditerranée scintillait de reflets argentés sous le soleil, le ciel ici était d'un bleu si profond qu'il paraissait presque violet, et des nuages moutonneux dérivaient à l'horizon comme du coton fraîchement lavé. J'ai un peu baissé la vitre. L'air chaud a frappé mon visage, portant l'odeur du sel et de la brise marine. Pour la première fois depuis 3 ans, je pouvais prendre une profonde respiration. J'étais libre. Tante Odette vivait dans une magnifique villa de style méditerranéen, avec des murs blanchis, à la chaux, sur la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Un énorme buisson de bougainvilliers poussait près de la porte lourd de fleurs roses vifs. Une rafale de vent a fait voltiger des dizaines de pétales sur le sol, formant un tapis éclatant. Com a garé la voiture. J'ai poussé la porte et avant même que mon pied ne touche l'allée, j'ai entendu une voix forte et énergique venant de l'intérieur. Ma fille Echelin. La porte d'entrée s'est ouverte à la volée.
Tante Odette portait un tablier à fleurs, des gants de vaisselle jaune aux mains, et ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné. Son sourire était si large qu'il tenait à peine sur son visage. Elle avait considérablement vieilli depuis mes souvenirs. Des rides profondes encadraient ses yeux et de l'argent striait ses cheveux, mais ses yeux étaient exactement les mêmes. Ils brillaient en me regardant exactement comme si j'étais sa propre fille. Tante Odette, ai-je crié depuis le seuil, sentant instantanément une boule dans ma gorge. Oh, ma douce chérie, elle a couru vers moi et m'a serré dans une étreinte à m'étouffer. L'eau de ses gants de vaisselle a taché mon dos, mais elle s'en fichait. Elle m'a pressé fort contre sa poitrine, calant son menton sur ma tête. « Pourquoi n'as-tu que la peau sur les os? Ce salaud ne t'a pas nourri. » Comme est intervenu par derrière. « Maman, je suis sûre qu'elle a toujours eu au moins un bol de soupe. »« Toi, ferme-la » a-t-elle aboyé, refusant de me lâcher, tapant le bras de son fils. « Qu'est-ce que tu en sais? Je regarde ma fille et je vois qu'elle a traversé l'enfer. Je t'avais dit que cet homme était une ordure. » Eh bien, maman, tu ne l'as même jamais rencontré face à face. Je n'en ai pas besoin. Tante Odette a reculé légèrement pour prendre mon visage entre ses deux mains, m'examinant de la tête aux pieds. Ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai juste à regarder les yeux de ma fille. La lumière dans les yeux de ma Léocadie s'est éteinte. Il y a 3 ans, en vidéo, elle était encore là. Maintenant, elle a disparu. Je me suis figée. Mes yeux m'ont piqué et j'ai failli m'effondrer en larmes juste là dans l'allée. Elle m'a entraînée dans la maison en parlant à 100 à l'heure. J'ai la daube qui mijote. Je suis allée au marché fermier à la 1re heure ce matin et j'ai pris le meilleur morceau de bœuf et je t'ai préparé des gougères au fromage toutes chaudes, exactement selon la recette de ta mère. La première fournée a un peu brûlé, mais la deuxième est parfaite. Tu me diras si tu les aimes. La cuisine était pleine de vapeur. 2 grandes marmites bouillonnaient sur la cuisinière. Des oignons émincés et de l'ail reposaient sur une planche à découper. Des légumes étaient lavés dans l'évier. Et un bouquet de lys frais trônait sur le rebord de la fenêtre. Toute la pièce dégageait un arôme domestique si réconfortant que j'ai été submergée par l'émotion. Je me tenais dans l'encadrement de la porte de la cuisine, regardant tante Odette s'affairer. Soudain, je me suis souvenue de ma mère. Maman aussi adorait porter des tabliers à fleurs fredonnés pendant qu'elle cuisinait, gérer 2 casseroles à la fois et me demandait de lui passer le sel ou le poivre pendant qu'elle remuait. Quand elle est morte, j'avais 12 ans et je ne savais même pas faire frire un œuf. Après avoir épousé Ambroise, ma belle-mère se plaignait que mes goûts étaient trop ternes, que je ne savais pas comment organiser un vrai dîner, que ma présence à leurs événements du club de tennis lui faisait honte. J'ai passé des mois à apprendre, j'ai appris à concevoir des menus gastronomiques, à mémoriser les accords mets-vins et à gérer leur calendrier social de manière irréprochable, et je n'ai jamais reçu un seul mot de louange. La mère d'Ambroise disait « C'est la base du savoir-vivre en société. N'attends pas qu'on t'applaudisse. » Et Ambroise disait « Un organisateur d'événements ferait la même chose, tu fais juste ta part. » J'avais enduré ça pendant 3 années entières. Allez, assieds-toi. Tante Odette a placé un bol fumant de bouillon de bœuf riche devant moi. Bois cette infusion de camomille bien chaude pour te calmer l'estomac. La daube sera prête dans 1 minute. J'ai pris le bol et j'ai bu une gorgée. C'était brûlant, mais la saveur était incroyable, absolument délicieux. Puis est venu le plat principal. Le bœuf se défaisait rien qu'en le regardant, dégageant un arôme profond et savoureux qui m'a mis l'eau à la bouche. C'était exactement la saveur dont je me souvenais, le goût de la cuisine de ma mère. C'est délicieux. Elle s'est assise en face de moi, posant son visage dans ses mains, m'observant avec des yeux brillants. « Si délicieux !» ai-je dit, ma voix tremblante alors que je tenais l'assiette. Exactement comme maman le faisait. Elle est devenue silencieuse 1 seconde, ses yeux devenant rouges. Elle a tendu la main et a caressé mes cheveux avec une tendresse incroyable, comme quelqu'un touchant un trésor qu'il croyait avoir perdu pour toujours. « Si tu l'aimes, mange-en autant que tu veux. À partir d'aujourd'hui, Tata te cuisinera ça tous les jours. » Com était assis sur une chaise sur le côté, nous regardant les coins de sa bouche, s'incurvant en un doux sourire. Il a rapproché sa propre assiette, a pris une gougère chaude, a saucé la sauce et n'a pas dit un mot. Le soleil filtrait à travers les stores, peignant des rayures dorées sur les tomates en terre cuite du sol. La lourde marmite continuait de mijoter sur le feu.
L'air sentait le ragoût de bœuf riche, mélangé au léger parfum floral des lys. J'ai fini mon thé chaud, je me suis adossée à ma chaise et j'ai poussé un long soupir. Je ressentais de la chaleur dans mon estomac et dans mon cœur aussi. Pour la première fois en 3 ans, le mot maison avait cessé d'être un bloc de béton froid pour se transformer en un endroit chaleureux. Mon téléphone a vibré à nouveau. C'était un texto d'un autre numéro inconnu. C'est Océane. Je sais que tu ne veux pas répondre, mais je dois te dire quelque chose. Cette nuit-là, je n'avais absolument aucune idée que tu étais la fille de Barthélemy Delacroix. Si j'avais su, je n'aurais jamais fait ces choses. Pourrais-tu, s'il te plaît, me donner une chance de m'excuser en personne ? J'ai fixé le message pendant 3 secondes et j'ai souri légèrement. Je n'avais aucune idée. Si j'avais su, je n'aurais jamais fait ces choses. Ce qui signifiait que puisqu'elle croyait que je n'étais pas la fille d'un PDG milliardaire, elle pensait que piétiner une femme sans ressources était son droit divin. C'était pour cela qu'elle se sentait justifiée de s'asseoir sur le siège passager, de me sourire et de dire « Coucou, fais-moi de la place ». C'était pour cela qu'elle pensait que c'était bien de m'envoyer des textos se vantant de passer la nuit avec mon mari. C'était pour cela qu'elle pensait que c'était une idée brillante de voler des boucles d'oreilles en perles dans la boîte à bijoux de la femme pour les exhiber à un gala, se sentant comme la gagnante ultime. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyée à mon père avec le texte « Papa, est-ce que cela te semble être une réponse humaine ?» Barthélemy Delacroix a répondu instantanément. Elle dit que, puisqu'elle ne savait pas qui tu étais, elle considérait que harceler une femme pauvre et sans relation était la chose la plus naturelle du monde. Et 3 secondes plus tard, il a ajouté « Compris, c'est clair comme de l'eau de roche pour moi. » J'ai bloqué le numéro d'Océane et j'ai posé le téléphone face contre table. Tante Odette a passé la tête hors de la cuisine. Léocadie, les gougères sont prêtes. Mange-les avant qu'elles ne refroidissent. Je me suis levée, je suis entrée dans la cuisine et j'ai attrapé le panier doré fumant. J'ai regardé Tante Odette. Est-ce que je peux venir souvent jouer les pique-assiettes ici ? Elle s'est figée, puis a éclaté de rire, serrant les yeux jusqu'à ce qu'ils forment 2 petits croissants de lune. Qu'est-ce que tu veux dire par pique-assiette ? C'est ta maison, tu peux venir quand tu veux et rester aussi longtemps que tu le souhaites. Comme est intervenue depuis la salle à manger. Maman, elle n'a même pas encore dit si elle restait. Toi, ferme-la ! Avons-nous crié Tante Odette et moi exactement en même temps. Nous nous sommes regardés et avons éclaté de rire. Comme a haussé les épaules, a levé les mains en signe de reddition feinte et s'est remis à tremper sa gougère dans la sauce. Le soleil nous baignait tous les 3, nous enveloppant dans une chaleur paresseuse et heureuse. Mais à 900 kilomètres de là, dans la maison bourgeoise cossue de la famille Vasseur à Neuilly-sur-Seine, l'apocalypse se déroulait. Ambroise est revenu de l'hôtel, mais n'est pas rentré à l'intérieur. Il est resté assis dans sa voiture si longtemps que son chauffeur l'a regardé avec inquiétude à plusieurs reprises. « Monsieur Vasseur, nous sommes arrivés. » Il a levé les yeux vers la façade de la maison. Les lumières du porche étaient allumées, la BMW rouge de sa mère et l'Audi noir de son père étaient toutes 2 garées dans l'allée moteur froid. Ils étaient à la maison. Il a ouvert la portière de la voiture. Lorsque son pied a touché le trottoir, ses jambes tremblaient si violemment qu'il a failli basculer la face la première. Il s'est appuyé contre le cadre de la voiture, a pris une grande inspiration et a marché vers l'entrée. Quand il a mis sa clé dans la serrure, la porte a été soudainement tirée violemment de l'intérieur. Sa mère, Geneviève Vasseur, était en pyjama avec une robe de chambre en soie jetée au hasard sur ses épaules. Ses cheveux étaient en bataille et son visage était tordu comme si elle venait d'être battue physiquement. Entre ici. Elle lui a attrapé le bras et l'a traîné à l'intérieur, chuchotant d'un ton perçant et frénétique qui ressemblait au grondement précédant une éruption volcanique. « Ton père t'attend dans le salon, oncle Patrice est là, oncle Gilles aussi, ton beau-frère, tout le conseil d'administration est là. » Ambroise est entré dans le hall et a vu toute la famille réunie dans le salon. Son père, Hervé Vasseur, était assis sur le canapé central, le visage cendré, sirotant un verre de whisky sec. Son ordinateur portable était ouvert sur la table basse, affichant un graphique en chute libre des actions futures de leur entreprise. Oncle Patrice, le directeur financier, faisait les 100 pas près de la fenêtre, criant intensément lors d'une conférence téléphonique avec les avocats d'affaires et une société de gestion de crise.
Oncle Gilles, le directeur des opérations, était penché sur la table basse, surlignant frénétiquement des clauses dans leurs accords de prêt en cours, les mains tremblant visiblement. Son beau-frère rafraîchissait constamment son téléphone dans le coin, la lueur de l'écran éclairant un visage paralysé par la panique. Sur la table basse en verre reposait une pile de documents. L'en-tête de la première page indiquait « Tamponné par le service juridique du groupe de la Croix. Avis de résiliation de coopération commerciale. »« Assieds-toi » a ordonné Hervé Vasseur. Pointant le canapé en face de lui, Ambroise s'est approché et s'est effondré sur les coussins. Le salon est resté dans un silence de mort pendant environ 5 secondes. Puis Geneviève Vasseur a explosé. Léocadie est la fille de Barthélemy Delacroix. Elle nous a caché ça pendant 3 foutues années. Elle t'a épousé et n'a pas dit un seul mot. Elle nous a piégés. C'est un guet-apens. Elle a délibérément caché qui elle était, juste pour nous regarder, nous ridiculiser. « Ferme ta gueule !» a rugi Hervé Vasseur. La voix de Geneviève a été instantanément coupée. Hervé s'impliquait rarement dans les opérations quotidiennes de l'entreprise de son fils. Mais quand il perdait son sang-froid, personne dans cette maison n'osait le contredire. Il a écrasé sa cigarette dans le cendrier et a foudroyé son fils du regard. À ce dîner, qu'est-ce que Barthélemy Delacroix a dit exactement devant toute l'industrie? La voix d'Ambroise est sortie si rauque qu'elle était à peine déchiffrable. Premièrement, que le groupe Delacroix annule immédiatement tous ses contrats avec Bâtiment Vasseur. Deuxièmement, que quiconque fait des affaires avec nous en subira les conséquences. Troisièmement, il a fait une pause, ses yeux s'abaissant vers le sol. Troisièmement, que Léocadie prenait l'avion pour Nice. Un autre silence mortel a étouffé la pièce. Oncle Gilles a ouvert un œil et a lentement posé la question qui tue. « Ambroise, sais-tu combien de trésoreries il reste à l'entreprise pour survivre ?» Ambroise a levé les yeux mais n'a pas répondu. Son oncle a levé 3 doigts. 3 mois, si le groupe Delacroix retire ses investissements et que le reste des partenaires annulent leurs contrats par peur d'un effet domino, nous avons 3 mois avant la faillite totale. Oncle Patrice est intervenu, la voix grave et funèbre. En venant ici, j'ai reçu 3 appels, les PDG de Matériaux Île-de-France, de Logistique Horizon et des Ciments de la Seine. Ils ont tous appelé pour demander ce qui s'est passé ce soir au gala. Il s'est raclé la gorge. Ils mettent tous nos comptes en révision immédiate. Le beau-frère a finalement levé les yeux de son téléphone et a tourné l'écran pour montrer Ambroise. Regarde ça, les groupes de discussion de l'industrie du bâtiment explosent. Quelqu'un a fait fuiter l'audio du dîner. Tout Paris le sait. Sur l'écran, il y avait un groupe de discussion intitulé Fédération française du bâtiment, section Paris. Les messages fusaient les uns après les autres. Vous avez vu les retombées du gala Delacroix. Vasseur a menti aux investisseurs sur les origines de sa femme. J'ai entendu dire que l'AMF pourrait se pencher sur ses investissements providentiels. Sa secrétaire portait les bijoux de feu, Madame Delacroix, cauchemar absolu pour les relations publiques. La volatilité du leadership à son apogée. Bâtiment Vasseur est toxique maintenant. On retire nos comptes à la première heure demain. Il ne se souciait pas de sa propre femme. Bien sûr qu'il s'en foutait. Il ne se soucie que de lui-même. Ambroise a lu les messages sur l'écran mot pour mot comme s'il lisait son propre arrêt de mort. Geneviève n'a pas pu se retenir davantage et a bondi de sa chaise à nouveau. Qu'est-ce qu'ils en savent? Nous l'avons bien traité. Nous lui avons donné un toit financé tout son train de vie. Pendant 3 ans, elle n'a pas levé le petit doigt pour gagner sa croûte. Que voulait-elle de plus? Maman, la voix d'Ambroise semblait si faible qu'elle se dissolvait presque dans l'air. Où est son manteau? Il a levé les yeux. Ses yeux étaient complètement injectés de sang. Son manteau en laine. Il est resté sur la banquette arrière de ma voiture. Quand je l'ai jetée à la rue, elle est partie sans. La robe qu'elle portait était fine, comme du papier. Il pleuvait à verse la nuit dernière. Il gelait. Elle est restée dehors devant les portes avec ses foutus talons pendant 15 minutes à essayer de héler un taxi. Le silence s'est de nouveau abattu sur le salon. Tout le monde a regardé Ambroise, voyant un regard de défaite et d'effondrement total sur son visage qu'il n'avait jamais vu auparavant. Geneviève a ouvert la bouche puis l'a fermée. Elle voulait crier une justification, mais les mots ne venaient pas. Hervé Vasseur a allumé une autre cigarette. Il a pris une longue bouffée, recrachant la fumée par le nez, soulignant les crevasses profondes de son visage. « Il est trop tard pour penser à ça maintenant », a-t-il dit d'une voix rocailleuse. « Tu as perdu. » Le téléphone d'Ambroise a vibré. C'était un message d'un numéro inconnu. Il l'a ouvert.
Il ne contenait qu'une ligne. Monsieur Vasseur, je suis le secrétaire personnel de Monsieur Barthélemy Delacroix. Monsieur Delacroix m'a chargé de vous transmettre un message, l'adresse de Mademoiselle Léocadie à Nice, et Ambroise a fixé cette adresse pendant un long moment, puis a laissé le téléphone glisser de ses mains. Il a appuyé sa tête contre les coussins du canapé et a fermé les yeux. Personne n'a parlé. L'horloge comtoise dans le couloir faisait tic-tac agissant comme un marteau enfonçant des clous dans le cercueil d'une famille qui s'était déjà fissurée. Geneviève a finalement marmonné à travers ses larmes. « Mon fils, et si tu achetais un billet et que tu prenais l'avion pour Nice pour la retrouver ?» L'a supplié de te pardonner en personne. Les femmes ont le cœur tendre. Si tu pleures un peu, ferme ta gueule. Le rugissement de Hervé Vasseur a fait vibrer les verres sur la table. Tu te crois intouchable, tu crois que ton fils est le roi de l'univers, tu as piétiné cette fille pendant 3 foutues années, et tu penses que quelques larmes de crocodile la feront tout pardonner par magie. Geneviève pâle et rouge en même temps, par pure honte, a tremblé, s'est effondrée sur le canapé et a éclaté en larmes, se couvrant le visage de ses mains. Mais elle ne pleurait pas pour Léocadie, elle pleurait pour elle-même. Je le faisais pour la famille, pour l'entreprise. Comment étais-je censée savoir que son père était Barthélemy Delacroix? Si elle me l'avait dit, je l'aurais porté sur un piédestal, elle me l'a caché exprès et maintenant c'est ma faute. Hervé ne l'a même pas regardé. Il a gardé les yeux sur son fils. Un long moment s'est écoulé avant qu'il ne prononce ces derniers mots. La plus grande erreur que j'ai commise dans ma vie, c'est de ne pas avoir mis de l'ordre dans cette foutue maison. Ta mère crachait son venin et je regardais ailleurs. Tu faisais n'importe quoi et tu te comportais comme une ordure et je faisais semblant de rien. Cette fille est entrée dans notre maison il y a 3 ans et je ne lui ai jamais demandé une seule fois si elle avait mangé. La dette que notre famille doit à cette fille, on ne pourrait pas la rembourser même si on vivait 100 ans. Ambroise n'a rien dit. Ses yeux étaient rivés sur la copie de l'accord de divorce posé sur la table basse. C'était le document que les avocats du groupe Delacroix lui avaient fait parvenir par coursier à l'aube. 13 pages. Il les avait lues du début à la fin. Chaque page était un couteau remué dans une plaie. Sur la 3e page se trouvait un chiffre. Il a dû le lire 3 fois pour y croire. Il représentait 12% de la valorisation totale actuelle de bâtiments Vasseur multiplié par 3. Sur la 4e page se trouvait un inventaire de 7 pièces de joaillerie. Chaque article était répertorié avec son numéro de série, une photographie et une évaluation officielle. Les boucles d'oreilles en perles seules étaient évaluées à 150 000 €. 150 000 €. Il se souvenait d'Océane les exhibant juste sous son nez et il se souvenait de sa mère fouillant dans la boîte à bijoux de Léocadie ricanant. Tu ne portes jamais ces trucs de toute façon. Laisse quelqu'un qui les apprécie vraiment s'en servir. Sur la 5e page se trouvait un journal méticuleusement détaillé des preuves de son infidélité pendant le mariage. Date, lieu, capture d'écran, de caméras de sécurité, registre d'hôtel, chaque instance documentée à la minute près. Soudain, il s'est rappelé un détail de leur nuit de noces. Il s'était précipité dehors, affirmant avoir reçu un appel urgent. Quand il était revenu, Léocadie était toujours assise sur le bord du lit. La lampe sur la table de nuit était toujours allumée. « Pourquoi es-tu encore réveillée ?» lui avait-il demandé. « Je t'attendais. » Elle lui avait souri légèrement. « Ne m'attends pas, » avait-il répondu. « Ne m'attends plus jamais. » Elle avait hoché la tête et dit « D'accord. » Et à partir de ce jour-là, elle ne l'avait vraiment plus jamais attendu. Chaque nuit, quand il rentrait à la maison, les lumières du salon étaient éteintes. La seule chose qui brûlait était une minuscule veilleuse sur sa table de chevet. Elle dormait recroquevillée près de cette faible lueur, face à la fenêtre, tournant le dos à la porte. Il n'avait jamais prêté attention à cette lumière. Maintenant, il comprenait que ce n'était pas juste une lampe. C'était la preuve qu'elle était restée éveillée pour lui. Chaque nuit où cette lumière était allumée, elle criait « Je t'attends ». Et chaque matin où elle s'éteignait, cela signifiait « Tu n'en vaux pas la peine ». Ce matin-là, Ambroise a acheté un billet d'avion pour Nice. Il ne l'a dit à personne. Il a quitté la maison à 3 heures du matin avec une seule valise et a conduit jusqu'à Roissy seul. En sortant de son quartier huppé, son esprit a dérivé vers cette brasserie délabrée d'Aubervilliers où il l'avait emmenée pour leur premier rendez-vous. Elle avait fermé ses portes il y a des années. Un panneau aloué décoloré battait au vent contre les grilles métalliques baissées. Il s'est souvenu de ce jour-là.
Elle était assise en face de lui, mangeant un menu burger gras et bon marché souriant et disant « c'est tellement bon ». Il avait pensé alors qu'elle était une femme facile à satisfaire. Maintenant, il réalisait que ce n'était pas parce que le burger était bon, c'était parce que lorsqu'elle était avec lui, même un morceau de malbouffe bon marché avait le goût d'un repas étoilé au guide Michelin pour elle. Et lui-même avait jeté cette femme, la femme qui pensait que tout avec lui était divin, à la rue, l'abandonnant à la pluie et au vent, ne lui laissant même pas un manteau pour se réchauffer. L'avion a atterri à Nice à 9h du matin, heure locale. Il est sorti du terminal, a levé les yeux vers le ciel incroyablement bleu et a ressenti une vague de vertige. Paris était sous l'emprise de l'hiver, mais ici, dans le sud, on se croyait en été. Elle était restée dans le vent glacial de décembre, dans une robe fine, alors qu'il ressentait actuellement un froid terrifiant, pénétrer tout son corps malgré le soleil. Il a pris un taxi et a montré au chauffeur l'adresse que le secrétaire de Barthélemy Delacroix lui avait transférée. Sa mère Geneviève la lui avait envoyée par texto avec 3 messages pleins de points d'exclamation. Trouve-la. Fais ce qu'il faut, supplie-la. Pleure s'il le faut, promets-lui tout ce qu'on possède juste pour la récupérer. Ambroise a vu les messages, mais n'a pas répondu. Il a entré l'adresse dans son GPS, a fermé son application de messagerie, s'est adossé au siège et a regardé la ville baignée de soleil. Les rues étaient bordées de palmiers d'architecture coloniale méditerranéenne et de balcons débordant de fleurs éclatantes. Une ville d'étendue vibrante et paisible, un contraste saisissant avec le terrain vague, désolé qui creusait actuellement sa poitrine. Le taxi s'est arrêté devant un petit hôtel-boutique élégant. Il est entré dans le hall. L'éclairage était chaleureux et accueillant. Il s'est soudain rappelé que Léocadie détestait le noir. C'était pourquoi elle laissait toujours cette petite veilleuse allumée sur sa table de chevet. Pendant 3 ans, elle lui avait laissé une lumière allumée. Et pas une seule fois, il ne s'était arrêté pour la regarder. Il s'est approché de la réception. « Excusez-moi, je cherche une cliente. Son nom est Léocadie Delacroix. » Le réceptionniste a levé les yeux et l'a étudié pendant quelques secondes. L'homme avait l'air pathétique. Sa chemise était froissée, ses yeux étaient injectés de sang, et il empestait le désespoir pur d'une nuit sans sommeil dans un avion. L'employé a hésité un instant, puis a secoué la tête avec une politesse professionnelle. « Je suis désolé, monsieur. En raison de la politique de l'hôtel, nous ne pouvons pas fournir d'informations sur nos clients. » Ambroise a ouvert la bouche pour argumenter, mais a ravalé ses mots. Il savait que faire un esclandre était inutile. Il s'est retourné, a traîné les pieds jusqu'à un canapé dans le coin du hall et s'est assis, posant ses coudes sur ses genoux et enfouissant son visage dans ses mains. Il ressemblait à une gargouille abandonnée. Les heures ont passé, 8, 9, 10 heures. L'hôtel s'est rempli de vie. Les clients faisaient rouler leurs valises sur le sol. Les touristes buvaient du café au petit déjeuner. Les familles se dirigeaient vers la plage. Personne ne prêtait attention à l'homme dans le coin qui s'effondrait. À 10h30, l'ascenseur a retenti. Ce n'était pas la batterie principale de passagers, mais un ascenseur privé pour les suites. La porte s'est ouverte et une femme en est sortie. Au moment où Ambroise a levé les yeux et l'a vue, tout son corps s'est pétrifié. C'était Léocadie, mais en même temps ce n'était pas la Léocadie qu'il connaissait. Elle portait un pantalon ample couleur crème et un chemisier en soie bleu ciel. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval lâche et naturelle. Elle ne portait pas une once de maquillage. Sous le soleil du sud, sa peau irradiait un éclat naturel et sain. Sur son épaule pendait un sac en toile d'où dépassaient une baguette fraîche et un bouquet de lavande enveloppé dans du papier kraft marron. Elle était magnifique, si incroyablement belle qu'Ambroise arrivait presque pas à la reconnaître. Dans ses souvenirs, Léocadie était une ombre habillée de couleur terne qui se recroquevillait dans un coin du canapé de leur salon à Paris, essayant de ne gêner personne. Elle ne riait jamais aux éclats avec lui, ne lui avait jamais dit « Je me sens si heureuse aujourd'hui ». Elle ne s'était jamais plainte de rien, n'avait jamais exigé que ses caprices soient satisfaits, il ne l'avait jamais vue comme ça, libre, détendue, rayonnante, sentant le pain frais, les fleurs et le soleil. Dans quel genre d'enfer l'avait-il enfermée pendant 3 ans? Il l'a enfin vraiment réalisé. Léocadie est sortie de l'ascenseur et a fait quelques pas vers l'entrée principale. Puis elle s'est arrêtée et l'a regardé. Ambroise s'est levé du canapé.
Ses articulations avaient l'impression de crier de rouille. Il a fait 2 pas maladroits vers elle, ses lèvres sèches bougeant. Sa gorge rugueuse comme du papier de verre a laissé échapper un son craquelé. Léocadie. Elle l'a regardé, ne disant pas un mot, ne reculant pas. Elle est restée sur ses positions tenant son sac de course, son expression aussi calme que la surface d'un lac immobile. « Tu as l'air d'avoir passé une nuit blanche », a-t-elle dit. Son ton était aussi inconséquent que si elle demandait l'heure à un inconnu dans la rue. « As-tu pris le petit déjeuner ?» Ambroise était abasourdi. Il s'attendait à ce qu'elle lui crie dessus, l'insulte se retourne et lui dise d'aller rôtir en enfer. Pendant le vol, il avait imaginé 1000 scénarios apocalyptiques, mais il n'avait jamais imaginé que la première chose qu'elle demanderait serait de savoir s'il avait mangé. Non. Alors, assieds-toi. Léocadie a pointé une des tables dans le café de l'hôtel et s'y est assise. Ambroise s'est approché comme un robot et s'est assis en face d'elle. Un serveur a apporté le café qu'elle avait commandé et une assiette de toast. Léocadie a pris une gorgée de son café et a fait glisser l'assiette de toast vers lui. « Mange ». Ambroise a fixé les toasts. Une énorme masse pesait dans sa gorge. Il a pris un morceau de pain et a mordu dedans mâchant pendant ce qui a semblé une éternité avant de réussir à l'avaler. Le pain était frais, mais pour lui, il avait le goût de la cendre. « Léocadie, je suis tellement désolé », a-t-il finalement réussi à sortir. Sa voix était si faible qu'elle était presque couverte par la musique de fond de l'hôtel. Elle a posé sa tasse sur sa soucoupe et a posé un regard clair sur lui. « Désolé, pourquoi exactement ?»« Tout. » Ambroise a lâché le toast, a posé les 2 mains sur la table et a entrelacé ses doigts, les serrant si fort que ses jointures sont devenues blanches. T'avoir jeté à la rue hier soir. J'ai été un salaud de t'ignorer ces 3 dernières années. J'ai été un salaud. Tout ce qu'Océane a dit est fait dans mon dos et mon incapacité à l'arrêter. C'est ma foutue faute. Léocadie l'a coupé. Elle a écarté sa tasse, a pris une serviette en lin et a poliment tamponné les coins de sa bouche. Chaque mouvement irradiait une telle élégance et une telle contenance qu'Ambroise eut l'impression de faire face à une parfaite inconnue. « Penses-tu que je t'ai demandé de t'asseoir pour écouter tes excuses ?» Les lèvres d'Ambroise ont tremblé, mais il n'a pas pu émettre un son. J'accepte tes excuses. Léocadie a plié la serviette parfaitement en 2. Mais l'ardoise de ce que tu me dois sur les 3 dernières années n'est pas effacée avec le mot « désolé ». Elle a mis la main dans son sac en toile, a sorti une épaisse enveloppe Kraft et l'a poussée sur la table vers lui. « Ouvre-la ». Ambroise a fixé l'enveloppe. Son pouls tremblait si violemment qu'il pouvait à peine ouvrir le rabat. Il a sorti une liasse de documents. Sur le dessus se trouvait l'accord de divorce. Dans le coin inférieur droit, la signature impeccable de Léocadie Delacroix était déjà apposée. En dessous se trouvaient des centaines de pages de relevés bancaires, de déclarations financières et de rapports d'évaluation officiels. « Lise attentivement », a dit Léocadie, s'adossant à sa chaise, reposant un bras sur la table avec exactement le même ton qu'un PDG utilise pour présenter un rapport de résultats trimestriel. En ce qui concerne la séparation des biens, mes avocats ont tout expliqué très clairement. Pour résumer, il y a 3 choses. Ambroise l'a regardé, serrant les papiers qui glissaient de ses mains moites. Premièrement, chaque bijou que m'a laissé ma défunte mère, y compris les boucles d'oreilles qu'Océane portait au gala hier soir, doit être restitué dans les 3 jours. S'il manque ne serait-ce qu'une seule pièce, mon équipe juridique te poursuivra pour sa valeur marchande actuelle plus des dommages-intérêts punitifs multipliés par 3. Et quant à ta secrétaire, mon équipe juridique intente une action civile dévastatrice contre elle pour détournement de fonds et abus de biens sociaux. Nous avons les images de sécurité. Le temps que mes avocats en aient fini avec elle, elle sera ruinée et sur liste noire dans tous les bureaux de Paris. Elle a fait une pause pour prendre une autre gorgée de café. J'ai fait rédiger discrètement ceci par mes avocats depuis 1 mois. La nuit dernière était juste l'impulsion finale dont j'avais besoin pour le signer. Deuxièmement, les investissements providentiels que j'ai injectés dans Bâtiment Vasseur n'étaient pas des cadeaux. Ils ont été structurés via des sociétés écrans sous forme d'obligations convertibles. Puisque le groupe Delacroix a publiquement rompu ses liens avec toi hier soir, ton entreprise est maintenant en défaut technique sur ses clauses financières. Mon équipe juridique déclenche officiellement la conversion immédiate de ces obligations aujourd'hui. Je prends 51% des parts de ton entreprise. Ambroise a tourné les pages et a revu le chiffre. Son visage a pris la couleur de la nappe. C'était l'équivalent de 12% de la valeur totale de Bâtiment Vasseur multiplié par 3. Je ne peux pas payer ça.
Ce n'est pas grave si tu ne peux pas payer, c'est très bien. Elle a terminé sa phrase avec un détachement glacial. Je peux juste garder les parts. Avec ce pourcentage, j'exige un siège au conseil d'administration. Donc, monsieur Vasseur, n'oubliez pas de me laisser une chaise vide lors de votre prochain conseil d'administration. Ambroise est resté assis là, la bouche ouverte, entièrement muet. Il n'était pas paralysé par l'argent. Il était terrifié par la façon dont elle lui parlait. Elle était assise devant lui, immaculée, polie, invulnérable, comme si elle négociait les termes d'un contrat avec un fournisseur ordinaire. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux, mais il n'y avait pas la moindre étincelle d'amour non plus, juste une détermination glaciale à le faire payer jusqu'au dernier centime pour tout ce qu'il devait. Et troisièmement, Léocadie s'est levée et a regardé l'addition posée sur la table. Elle a ouvert son sac, a sorti un billet de 5 € et l'a placé à côté de l'assiette. Ta mère m'a pris beaucoup de choses, pas seulement ses boucles d'oreilles en perles. L'inventaire complet se trouve en annexe à la page 4. Les bijoux qu'elle a pris, les pièces qu'elle a offertes, celles qu'elle a perdues, 7 articles au total. C'était des cadeaux de ma mère. 7 pièces d'une valeur marchande d'un peu plus de 400 000 €. Je n'exigerai pas de multiplicateur sur ceux-là. Rembourse-moi juste à leur valeur estimée. Elle a attrapé son sac fourre-tout, ajustant la baguette et le bouquet de lavande, et a baissé les yeux vers l'homme qui se recroquevillait sur sa chaise. Au cours des 3 dernières années, tu as prononcé les mots « ne m'attends pas » exactement 312 fois. La voix de Léocadie est tombée à un murmure que lui seul pouvait entendre. Maintenant, c'est mon tour, Ambroise. Elle a fait une pause d'une fraction de seconde et l'a regardé droit dans les yeux. Ambroise ne m'attend pas. Sur ce, elle a tourné les talons et s'est dirigée vers la sortie. Ses sandales plates en cuir ont claqué avec confiance et fermeté sur le sol en marbre du hall, sans jamais faiblir d'1 millimètre. Ambroise s'est levé d'un bond, violemment essayant de la poursuivre, mais ses pieds semblaient boulonner au sol avec des vis invisibles. Il a baissé les yeux sur les papiers du divorce sur la table. Sa signature était là, écrite proprement, et avec une telle force qu'elle déchirait presque le papier. En fixant cette encre, Ambroise a finalement saisi la magnitude colossale de sa propre insuffisance pathétique en tant qu'être humain. Au moment où il a réussi à trébucher jusqu'aux portes d'entrée de l'hôtel, la Porsche blanche de Com s'était déjà insérée dans le flot de circulation sur la promenade des Anglais, baignée de soleil. Léocadie était assise sur le siège passager, la vitre baissée. Le vent fouettait ses cheveux détachés autour de son visage. Elle s'est tournée vers le conducteur pour dire quelque chose, et un grand sourire éclatant s'est dessiné sur son visage. Ambroise n'avait vu un tel sourire qu'une seule fois, le jour de leur mariage, quand il était enfin arrivé dans la tempête de neige. Mais ce sourire-là n'avait pas été de la joie, ça avait été un sourire de résignation, signifiant « Eh bien, ce n'est pas grave ». Il est resté là à l'entrée de l'hôtel. La chaude brise méditerranéenne faisait gonfler sa chemise. Il serrait les papiers du divorce froissés et trempait de sueur dans ses mains. La batterie de son téléphone était morte. Mais même si elle fonctionnait, qui diable pouvait-il appeler ? S'il appelait Léocadie, elle ne répondrait pas. S'il appelait sa mère Geneviève, crierait simplement de façon hystérique, exigeant qu'il rampe sur ses genoux. Il se tenait sous le soleil brûlant du sud et tremblait de froid. Des heures plus tard, après avoir erré machinalement et s'être enregistré dans une chambre stérile d'un hôtel 5 étoiles, surplombant la baie Ambroise Vasseur, s'est assis sur le bord d'un matelas king size. Les pages de l'accord de divorce étaient éparpillées sur le couvre-lit. Il tenait un stylo à la main, la pointe planait au-dessus du papier, figé en plein vol. Il voulait écrire quelque chose. Il voulait écrire « Pardonne-moi ». Il voulait écrire « Pourrais-tu me donner une dernière chance ?» Il voulait écrire « Je te jure que je changerai ». Mais à la fin, il n'a absolument rien écrit, parce qu'il avait finalement réalisé la grande vérité. Au cours des 3 dernières années, ce n'était pas qu'il n'avait pas eu d'opportunité, c'était que chaque fois qu'une chance avait frappé à sa porte, il avait activement choisi de l'écraser sous son talon et de regarder ailleurs. Il a jeté le stylo de côté, a rassemblé les papiers, les a fourrés dans le tiroir de la table de nuit et a éteint la lumière. Par la fenêtre, Nice brillait de 1000 feux sous son soleil éternel. Mais au fond de lui, il savait que peu importe à quel point le monde extérieur brillait. La lumière de sa vie venait d'être éteinte pour toujours. Et la femme, qui avait été le phare de son existence, la seule qui avait jamais éclairé son chemin,
était actuellement à l'autre bout de la ville, savourant une assiette chaude de daube niçoise, dans une maison pleine de vie, entourée de gens qui tenaient sincèrement à elle. Elle n'aurait plus jamais besoin de laisser une lampe allumée pour lui, car elle était le soleil lui-même, et ce soleil ne le réchaufferait plus jamais à tout jamais.